Vous êtes premier politicien, c'est votre travail premier en politicien? Moi je suis médecin. Je suis médecin généraliste, c'est ça ma profession. Mais par citoyenneté, je suis homme politique. Je suis citoyen. Qu'est-ce qui se passe au Mali maintenant? C'est qu'il y a une guerre injuste qui est imposée au Mali. Il y a un régime qui a été imposé, un régime illégal et illégitime qui a été imposé au Mali. Et pour tout dire, le Mali est dirigé aujourd'hui par des personnes qui ont été mises là pour suivre l'agenda français. Donc le Mali n'est pas dirigé aujourd'hui par le Mali, par le Mali. Donc ça fait que la vérité qui se aujourd'hui de toute la situation, ce n'est pas la vérité du peuple malien, c'est la vérité des dirigeants qui ont été mis là pour continuer à gérer les 20 ans, les conséquences des 20 ans d'activités politiques néfastes pour le pays, pour le peuple, pour qu'ils continuent de gérer ça. Donc c'est fait que la situation est très complexe, ça fait que les Maliens sont comme des spectateurs de leur vie au lieu d'en être des auteurs. Et tout le monde est tenu en respect en tant que Malien par des forces politiques, par des forces militaires, par des forces de sécurité qui sont entre les mains de la France. Voilà la situation dans laquelle on est. Excusez-moi, juste un tout petit peu, merci beaucoup. Celui-là qui consiste donc à libérer les otages français, c'est celui-là qui consiste donc à gérer la crise financière et économique de la France à travers les mines et ensuite à pouvoir tester la capacité de réaction de l'armement militaire français pour en faire un best-seller sur le plan international. Voilà l'agenda caché. Et l'autre agenda caché sur le plan politique, c'est de pouvoir tenir une promesse. Cette promesse, c'est celle de donner un espace de terre à des gens que la France a convaincus d'abandonner les troupes de Muammar Kadhafi pendant la guerre contre feu le président Kadhafi, c'est de pouvoir leur donner une terre en République du Mali. Donc aller dans le sens du partage du Mali, de la division du Mali, en vue d'installer en République du Mali, dans cette partie de la République du Mali, une base qui permettrait aux Français de pouvoir contrôler toute la sous-région. Voilà l'agenda caché de la France. Et tout ça a pu être rendu possible grâce donc, à cause donc d'une politique de 20 ans de liquidation du système économique du Mali par des hommes et des femmes qui ont été portés au pouvoir avec l'avènement du multipartisme, qui ont été portés au pouvoir donc, sur la base donc, des fraudes électorales. Les fraudes électorales qui ont été acceptées par certaines communautés internationales parce que on serait en apprentissage de la démocratie. Donc à partir de cet instant où on est en apprentissage de la démocratie, tout était permis, y compris les fraudes électorales. Donc les conséquences de ces fraudes électorales ont été une privatisation qui ne respecte pas les règles de l'art, de la privatisation de l'économie nationale. Ça fait que le tissu économique, l'agriculture s'est complètement désagrégé. Les services publics qui avaient été mis sur place en termes d'entreprise, en termes d'industrie, ont été vendus. Et donc avec cette destruction du tissu économique, vous comprendrez par là que le système éducatif dégringole, que le système de santé n'est plus là pour les populations mais pour une minorité. Et vous comprenez par là que le chômage grandisse, que les jeunes choisissent soit l'oisiveté, enfin l'oisiveté s'impose aux jeunes et l'immigration aussi s'impose aux jeunes. Alors donc finalement, avec cette situation que vous connaissez certainement en Europe, les jeunes maliens qui vont partout, qui vont en Europe, qui vont dans les pays africains où il y a beaucoup plus de fortune. Alors donc, et dans toute cette situation, tous ces monnaies et la corruption s'est installée dans les mœurs, contrairement à ce pays qu'on a connu il y a un peu plus de 20 ans. Et il y a des situations qui se passent aujourd'hui qui sont les conséquences de la non prise en compte des préoccupations des populations. Et pour qui mars 1991 a été un grand bouleversement, avait suscité de l'espoir.
Donc nous sommes dans une situation de cette nature-là. Et il y a donc un agenda français qui correspond donc à la défense des intérêts français. Et il y a un agenda des dirigeants maliens qui se sont engagés dans une vision économique qui permet simplement le captage de l'économie pour une minorité. Et ils veulent développer à partir de cet instant-là une économie, disons, capitaliste qui serait bien si elle permettait l'accumulation interne de richesses pour le Mali et la création et l'investissement dans les secteurs productifs. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est un capitalisme très parasitaire, mais qui ouvre les vannes donc des pays aux multinationales et qui laisse très peu de place à l'initiative privée nationale. Voilà donc la situation dans laquelle on se trouve. Mais c'était le MNLA qui commençait la guerre. Oui. Hein? C'est pas le français? Exactement, c'est le MNLA qui a commencé la guerre. C'est pas le français? Et le MNLA a été créé par qui? Le MNLA a été créé. Comment? Comment le MNLA a été créé? Le MNLA a été créé dans la vague de la guerre en Libye. Vous saviez, en son temps, nous avions dénoncé l'attaque de l'OTAN contre le régime de Kadhafi. Nous avons trouvé que l'Europe, les puissances étrangères, européennes et américaines, ont violé les règles, les civilités des Nations Unies en s'attaquant à un pays comme l'Europe. Et nous savions les conséquences que nous allions connaître avec cette situation, la déstabilisation de toute la sous-région. Alors à partir de cet instant-là, donc, des Touaregs qui étaient dans l'armée de Kamis, le fils de Kadhafi, et de Saïf el-Islam, ces Touaregs ont été entrepris pour leur dire de quitter les rangs de l'armée de Kadhafi et de venir en République du Mali avoir un espace à eux qu'ils appelaient l'Azawad. Tout cela est greffé au vieux projet français de l'OCRS, l'Organisation commune des États riverains du Sahara. Donc la France a toujours rêvé la partition du Mali pour la création d'un État blanc local, et pour la création d'un État noir. Alors donc ce vieux projet qui a été battu en brèche à l'époque, et par les Touaregs, et par les Arabes, et par certains Touaregs, certains Arabes, et certains dirigeants maliens à l'époque, ce vieux projet répond effectivement au découpage colonial français. Alors donc à partir de cet instant-là, ils ont révigoré ce projet, et en le faisant, ils ont créé cette bande de personnes qui sont arrivées avec la complicité du régime qui était en place, qui aussi avait son agenda, celui de ne pas organiser les élections et d'étendre, de prolonger son mandat. Alors ces deux alliances se sont mis ensemble et les Français ont aidé, clairement, c'est clair pour tout le monde aujourd'hui, financièrement, matériellement, d'un point de vue logistique, le mouvement national de libération de l'Azawad. Ce n'est pas pour rien que le mouvement a été déclenché, qu'il y a eu deux faits révélateurs. Le premier fait révélateur, c'est que le mouvement s'est proclamé à Paris comme étant un mouvement sécessionniste autonomiste. Le deuxième fait révélateur, c'est qu'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères donc de Nicolas Sarkozy, a dit clairement que maintenant on peut débattre avec le Mali, a intérêt à négocier parce que la rébellion est en train en ce moment-là d'avoir des succès éclatants sur le territoire malien. Et en même temps, la France travaillait pour s'attaquer à l'armée malienne pour dire qu'elle faisait des exactions sur les populations civiles. Alors donc c'est à partir de cet instant-là que nous pouvons conclure au fait de la complicité active de la France à la création du MNLA. Et maintenant il y a une alliance oui. avec le Français, avec le MNLA. C'est bizarre, non? Le MNLA commence la guerre et la France vient ici. Et maintenant, ce n'est pas bizarre, c'est le masque qui tombe. C'est le masque qui tombe. Ce n'est pas bizarre. C'est bizarre pour ceux qui viennent de découvrir. Mais pour nous, le masque tombe. Parce qu'il va falloir arriver à un moment donné, laisser tomber le masque. Vous avez vu à Kidal, il y a 4 jours, le MNLA est rentré dans les familles pour pousser les gens à sortir, à brûler le drapeau malien et à crier
vive l'Azawad, là-bas le Mali. Et ça s'est passé sous les yeux de l'armée française qui n'a pas bougé. Et vous voyez aujourd'hui les frappes que les Français sont en train de faire contre des soi-disant terroristes. En réalité, c'est qu'à Kidal, au nord, là-bas, il y a des Touaregs, des Arabes qui ne veulent pas entendre parler de l'autonomie, de l'indépendance de la fédération. Et qui sont partisans de l'islam modéré. Et ces gens, aujourd'hui, sont combattus et par le MNLA et par l'armée française. L'armée française dit oui, ce sont les terroristes, c'est des bandes de djihadistes, ils les combattent. Et en même temps, l'armée française et le MNLA aussi les combattent. Tout ça, c'est pour casser le potentiel militaire des autres forces de la rébellion et enfin d'imposer le MNLA comme l'interlocuteur politique. Étant donné déjà qu'ils ont imposé M. Djongouda Traoré comme l'interlocuteur légitime à la République du Mali, et vous avez compris, ce que François Hollande n'a pas le courage de le dire, il le fait dire par Djongouda Traoré. Parce que Djongouda Traoré a dit que tous les mouvements, c'est des rigolos. Le seul mouvement qui a une revendication avec laquelle on peut s'asseoir et débattre, c'est le MNLA. Donc subitement, Djongouda dit le discours de François Hollande. Et François Hollande n'a plus besoin de parler dans ces conditions-là du MNLA et des revendications du MNLA parce qu'il a trouvé déjà son roi nègre qui est au pouvoir, qui est Djongouda Traoré, et qui me fait d'ailleurs l'image de Léomba du Gabon, au moment où la France voulait vraiment reprendre complètement le Gabon en main. Donc M. Djongouda Traoré est maintenant l'interlocuteur. Et tout comme M. Tchéblé Dramé est aussi devenu l'interlocuteur au sud. Donc maintenant, il faut préparer le terrain pour l'interlocuteur du nord, qui est le MNLA. Donc dès que les forces politiques et militaires du MNLA vont avoir l'ascendance sur les autres à Kidal, bien maîtriser Kidal, on va laisser l'armée peut-être rentrer, ou bien on va pas laisser l'armée rentrer, ils vont faire la bande et puis vont dire ça y est, on va au dialogue. Et en ce moment, les Tchéblé Dramé, les gens du FDR, les Djongouda Traoré vont se trouver face à face avec leurs copains du MNLA et sous la supervision de leur patron français. C'est ce jeu-là qui est très clair. On n'a même pas besoin de porter des lunettes pour le voir. C'est très clair aujourd'hui ce jeu-là. Et les Maliens sont en train d'observer ça, la mort dans l'âme, mais aussi avec une révolte interne intense. Parce qu'ils cherchent à comprendre, d'abord dans un premier temps. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment cela peut se faire. Donc, et l'armée aussi, d'ailleurs en premier, parce que pour l'armée, sa mission n'est pas d'aller s'arrêter à Kidal, aux portes de Kidal. Pour l'armée, sa mission, c'est l'intégrité territoriale du Mali. C'est ça la mission de l'armée. Et ce n'est pas pour rien également que M. Djongouda Traoré et tous les autres ne travaillent pas pour que l'armée soit dans des conditions idoines de faire face. Parce qu'il faut s'attendre à une défaite, entre guillemets, mais fabriquée de l'armée, dès lors que les troupes françaises vont se retirer. Donc, dès que les troupes françaises vont se retirer, je prévois déjà, et c'est pas dangereux, je souhaite que l'armée puisse le comprendre, que ces positions soient dénoncées et qu'il y ait une attaque à règle pour faire subir à l'armée malienne une défaite cuisante et